de mon point de vue, il faut distinguer la question de la justification des coups d'État militaires de celle de leur explication. Je crois qu'on ne peut pas simplement se contenter de condamner, et bien sûr il faut les condamner, mais il faut aussi comprendre et se poser la question de pourquoi est-ce que des militaires passent à l'acte et ont le soutien d'une partie de la population. Bonjour. Vous prenez part ici à Praia aux premières assises africaines de la démocratie. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience dans le domaine de la démocratie? Merci, c'est un plaisir d'être ici à Praia. Je pense qu'on ne le dit peut-être pas assez. C'est aussi un excellent choix d'endroit pour parler de démocratie. Il y a de moins en moins de pays en Afrique de l'Ouest notamment où on peut être à l'aise en parlant de démocratie aujourd'hui. Le choix du Cap-Vert est un excellent choix parce que c'est l'un des rares pays qui a maintenu sur la longue durée une expérience de consolidation démocratique. Et je crois qu'à nouveau, ces assises sont une occasion tout à fait appropriée pour examiner aujourd'hui l'état de la démocratie sur le continent et aussi de la connecter avec les enjeux globaux autour de la démocratie. Mon expérience personnelle, c'est un peu celle de quelqu'un qui a mis en place un think tank citoyen qui s'appelle Wati, qui travaille en particulier sur l'Afrique de l'Ouest, qui n'est pas un think tank spécialisé seulement sur des questions de démocratie ou de gouvernance ou d'institutions, mais on estime que toutes les questions cruciales pour l'avenir de nos pays doivent être discutées. Nous estimons que le débat public sur les questions d'intérêt général fait partie des éléments essentiels de la démocratie. Et donc, lorsqu'on a des assises de la démocratie qui mettent en avant le besoin de démocratie substantive, c'est précisément aussi ce que nous essayons de développer depuis bientôt 9 ans avec le think tank que j'anime depuis Dakar, et donc qui vise à mettre le débat public au cœur, en réalité, de la démocratie et de faire en sorte que les citoyens soient légitimes pour participer aux discussions sur l'économie, sur l'éducation, sur la santé, sur l'environnement, sur la sécurité, et qu'effectivement, on n'estime pas que ce soit seulement le domaine des acteurs politiques ou le domaine des experts de discuter de questions qui engagent le présent et l'avenir de la région. Alors que ce soit tout à l'heure lors de la conférence du professeur Achille Mbembe ou lors de la conférence inaugurale de ces assises de Mme Christiane Taubira, ainsi que le discours du vice-premier ministre capverdien, on parle de démocratie substantive. Et est-ce que cela fait sens pour vous? Quelle serait votre définition de la démocratie substantive? Oui, c'est une excellente question. Alors, je dois d'abord dire que pendant longtemps, je parlais, moi, de démocratie substantielle, probablement comme étant une erreur dans l'usage des mots. Et donc, grâce à Achille Mbembe, j'ai corrigé et je pense que le terme de démocratie substantive est beaucoup plus approprié. Mais je crois que l'idée centrale est la même, c'est-à-dire qu'il faut des démocraties où il y a de la substance, où il y a du contenu. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'au départ, ce sur quoi on s'entend, c'est que la démocratie, c'est cette idée du pouvoir par le peuple et pour le peuple, et qu'après, toute la grande discussion, c'est comment est-ce qu'on opérationnalise cette idée du pouvoir par le peuple et pour le peuple. Et évidemment, là, on va voir des variations très importantes dans toutes les sociétés humaines, au fil du temps également, dans le contenu qu'on donne à la démocratie. Pour moi, aujourd'hui, l'idée de démocratie substantive, c'est une démocratie qui permette à nouveau aux citoyens d'avoir leur place dans le débat public, dans les orientations les plus importantes de nos sociétés. Donc ça va inclure des éléments de participation, ça va inclure des éléments de délibération, ça va aller bien au-delà de la loi de la majorité qui s'exprime à travers les élections. Nous, on insiste beaucoup à Wati dans nos travaux et dans nos débats sur le fait que la démocratie, évidemment, ne peut pas être réduite à l'organisation d'élections. Il y a même des critiques en fait, qui existent sur la modalité électorale comme étant la meilleure modalité de choix des gouvernants. Donc je pense que des occasions comme celle-là et de manière générale le travail de la Fondation, il permet, disons, d'établir les nuances et d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'on veut donner comme contenu
à la démocratie. Et je pense que si on ne construit pas des démocraties substantives, en fait, on court le risque de ne pas voir du tout de démocratie. Si on ne donne pas un contenu qui fasse du sens pour les populations, le soutien à la démocratie comme étant la meilleure forme de gouvernement risque de continuer à diminuer, en particulier dans le continent africain. Alors, avant-hier, vous étiez à un atelier sur la limitation des mandats et également le besoin du peuple à choisir librement ses dirigeants, alors que dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest, vous évoquiez tout à l'heure votre think tank qui est basé beaucoup plus dans cette sous-région de l'Afrique de l'Ouest, justement, où on remarque qu'il y a particulièrement 3 pays qui ont été, je dirais, le sujet de coup d'État entre le choix, entre le peuple qui veut choisir librement ses dirigeants et ces pays qui ont fait face à des coups d'État. Quelle serait votre lecture de ces deux éléments? En Afrique de l'Ouest, en fait, ces dernières années, on a non seulement les 3 pays sahéliens qui ont connu des coups d'État militaires, Burkina Faso, Mali, Niger, mais il ne faut pas oublier la Guinée aussi. Donc on est vraiment dans une période justement qu'on a appelé un peu de retour des coups d'État militaires. Et je pense que ce qu'il faut observer, et ce que tout le monde a observé, c'est qu'au début, on a plutôt un soutien populaire, évidemment toujours difficile à mesurer, mais un soutien populaire qu'on ne peut pas nier à ces coups d'État militaires. Et c'est pour ça que de mon point de vue, il faut distinguer la question de la justification des coups d'État militaires de celle de leur explication. Je crois qu'on ne peut pas simplement se contenter de condamner, et bien sûr il faut les condamner, mais il faut aussi comprendre et se poser la question de pourquoi est-ce que des militaires passent à l'acte et ont le soutien d'une partie de la population. Si on ne se pose pas cette question, on ne créera pas les conditions pour qu'on ait de moins en moins de prise du pouvoir par la force. S'il y a eu des coups d'État, notamment dans les pays du Sahel, c'est beaucoup en raison de la situation d'insécurité et du sentiment que les dirigeants civils qui avaient été élus ne réussissaient pas à apporter des solutions aux questions d'insécurité et ne se montraient pas non plus particulièrement vertueux en termes de gouvernance. Et donc je crois que le meilleur moyen de consolider la démocratie, c'est justement d'être beaucoup plus exigeant quant à ce qu'on estime être indispensable dans la gouvernance au quotidien et que si on ne se pose à nouveau pas cette question, on risque d'avoir de plus en plus de contestations et d'avoir des opinions publiques qui vont se dire finalement le plus important, c'est peut-être pas de choisir librement ses dirigeants, c'est d'avoir des dirigeants qui donnent l'impression de se soucier de l'intérêt général. Lors de cet atelier sur la limitation des mandats, moi j'ai tenu à ce qu'on sorte aussi du continent africain pour regarder la grande variété des modèles dans le monde, parce qu'on a besoin d'une réflexion en Afrique qui ne se déconnecte pas de la réflexion globale sur la démocratie. On a des pays où on a le mandat unique dans le monde, on a des pays où on a une limitation de mandat, on a des pays où il n'y a pas de limitation de mandat. Je crois que on doit continuer à travailler sur la question de la limitation des mandats en Afrique de l'Ouest et en Afrique de manière générale, mais il ne faut pas que cela nous éloigne du besoin de travailler sur l'ensemble des pratiques politiques, sur la séparation des pouvoirs, l'importance de la justice, l'importance des juridictions constitutionnelles. Et donc, ce n'est pas seulement une question de limitation de mandat, c'est une question du contenu qu'on donne à nouveau à la relation entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Alors, une question liée à l'actualité. On sait que demain, en France, il y a des élections législatives anticipées où il est fort probable qu'un parti connu pour ses idées xénophobes risque de remporter ces élections. Y a-t-il lieu de s'inquiéter sur les relations justement entre la France et les pays africains? Je crois d'abord que le fait qu'on ait la montée en popularité de partis d'extrême droite en France, mais aussi ailleurs en Europe et dans le monde, devrait aussi nous ramener à la question que j'évoquais tout à l'heure du lien entre démocratie et élection et du fait que les élections en soi, si on ne tient pas compte du contexte, si on ne tient pas compte des autres éléments de qualité de l'information, d'accès à l'information, du rôle des médias, du rôle du financement électoral, etc., évidemment, on voit bien qu'on peut avoir des systèmes démocratiques qui vont produire finalement des résultats électoraux qui vont amener au pouvoir des partis qui peuvent être même des partis qui vont ensuite orchestrer une sorte de recul démocratique. Et historiquement, on sait qu'on peut avoir des leaders extrêmement autoritaires qui arrivent au pouvoir par des élections. Donc je crois que ce qui est en train de se passer en France doit interroger en France et ailleurs
à nouveau sur les dimensions non électorales de la démocratie qui ne sont pas suffisamment abordées et doivent à nouveau nous pousser à être beaucoup plus ambitieux quant au type de démocratie que nous voulons construire. Quant aux implications de ces élections et de leurs résultats pour les relations avec l'Afrique, je pense que ce qui est clair, c'est qu'on a déjà une forme de demande, d'une forme de rupture, en tout cas des pratiques, disons, post-coloniales, de ce lien particulier qu'il y a eu entre la France et les pays d'Afrique francophone. Et que si le Rassemblement national arrivait au pouvoir en France, évidemment, on aurait une forme d'accélération de ces changements dans les relations. Je ne pense pas que ce soit une remise en cause totale des relations, parce qu'à nouveau, même lorsque ces partis arrivent au pouvoir, la réalité du pouvoir n'est pas celle de l'opposition. On a vu en Italie un mouvement d'extrême droite avec une première ministre d'un parti plutôt d'extrême droite, mais on voit bien que sur la question de l'immigration, par exemple, il y a aussi une conscience des besoins économiques de l'Italie. Et je pense qu'en France, on va avoir un peu la même chose, quand même quelques variations entre le discours avant élection et les discours après élection, au cas où il viendrait au pouvoir. Mais je crois fondamentalement qu'il y a un véritable danger de libération des forces sociales les plus xénophobes et même racistes, il faut le dire, et que ça ne peut aller qu'à l'encontre de la qualité des relations entre la France et les pays africains. Et je crois que c'est aussi évidemment d'abord une menace à l'image de la France dans le monde, évidemment, lorsque vous avez des partis qui vont encourager, même s'ils ne le font pas délibérément, mais très clairement, lorsqu'on a ce type de parti au pouvoir, on a une forme de libération à nouveau des instincts les plus bas dans une société. Et ça, ce serait absolument regrettable, évidemment, à la fois pour la France et évidemment pour les relations avec l'Afrique.